Merci à tous d'être présents aujourd'hui. On va donc évoquer un sujet qui est un tout petit peu à l'ordre du jour. Évidemment, c'est à l'heure de l'intelligence artificielle et des assistants conversationnels, quelle place reste-t-il pour les êtres humains, enfin pour l'humain en sens général, dans les centres de contact? Et pour parler de ce sujet, je vais commencer par quelques questions pour vous dans la salle. Alors ma première question, c'est avez-vous entendu parler d'un article des auteurs de ChatGPT, OpenAI, sur les 47 métiers qui ne vont pas, dans les années prochaines, ou dès à présent, être influencés, impactés de quelque façon que ce soit par ChatGPT et par les nouvelles technologies IA. Qui a lu cet article ou qui en a entendu parler? Je vois une main. Ok, alors je vais vous en livrer juste quelques exemples. Alors, les quelques rares métiers, donc il y en a 47 dans le monde, qui ne vont pas être impactés par ChatGPT selon les auteurs et les créateurs de ChatGPT. Bon, c'est un petit peu subjectif, mais quand même. Alors, je commence par la lettre A. Vous avez les abatteurs et emballeurs de viande. Vous avez les aides-couvreurs, les aides-maçons, les aides-menuisiers, les plombiers, les athlètes, etc. Alors, je passe un peu vite parce qu'on a relativement peu de temps. Vous comprenez que l'idée derrière, c'est que, il y a relativement peu de métiers qui ne vont pas être impactés par l'intelligence artificielle. Ça, je pense que tout le monde en est bien conscient. Que ces métiers sont plutôt des métiers dits manuels. On parle d'intelligence artificielle, donc tout ce qui est intelligent est censé être à un moment ou un autre touché par le phénomène, et l'est déjà, en vérité. D'ailleurs, c'est la deuxième question que je vais vous poser. Qui, dans la salle, a déjà utilisé, ne serait-ce qu'une fois en test, ChatGPT? Alors là, il y a beaucoup plus de monde, effectivement, pratiquement les 2/3 de la salle. Et la troisième question, parce qu'on est réunis ici dans Stratégie Client, donc on est sur le monde de la relation client, qui, dans la salle, a utilisé cette fois à des fins professionnelles, soit ChatGPT, Google Bard ou autre outil de ce type, soit un outil d'intelligence artificielle pour le centre de contact, un spécifique pour le centre de contact. Est-ce que vous pouvez lever la main? Il y en a beaucoup moins. Effectivement, on est sur un sujet à la fois de très très grande universalité, qui va toucher tout le monde, qui touche déjà tout le monde, puisque pratiquement tout le monde a déjà essayé ChatGPT, et puis qui en même temps, dans les centres de contact, ne concerne pas encore grand monde, ou en tout cas personne qui le sache aujourd'hui. Ça va venir très très vite. Et on peut vous le prouver, d'ailleurs on va vous le prouver dans les minutes qui viennent, parce que pour vous en parler, de cet impact, et puis de l'impact que ça a sur l'organisation dans le centre de contact, et du rôle des conseillers, du rôle des superviseurs, du rôle des managers également, on a 3 personnes qui sont des profils très différents. Le premier, Nicolas Morel. Alors je vais les laisser se présenter, mais je vais juste faire un petit teasing. Nicolas Morel de Alcatel Lucent Enterprise, Chef Technical Officer. Alors lui, il est vraiment dans le monde de la technologie, de la recherche, avec un savoir-faire sur le sujet qui fait partie des meilleurs savoir-faire qu'on peut avoir en France. Complètement à l'autre bout, également du côté de la technologie, mais avec un positionnement très très fort sur le monde du centre de contact et de l'humain dans le centre de contact, Patrick Giudicelli, président d'Akio. Akio, éditeur de logiciels pour les centres de contact, se définissant depuis le départ pour sa proximité avec les clients, pour l'humain dans le centre de contact. Donc c'est toute une philosophie dont on va vous parler aussi. Et puis au milieu, entre les deux, le tenant de l'humain et de l'émotionnel, Patrice Lobignat, auteur d'ouvrages sur le sujet, qui va également se présenter. Tiens, Patrice, je te laisse la main. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis ni très intelligent ni artificiel et donc je parle de l'humain. Mon métier étant de conseiller des marques et de définir leur stratégie marketing et d'essayer de leur faire comprendre comment répondre à la question pourquoi est-ce que vos clients achèteraient votre marque ou votre entreprise et quelle histoire il faut raconter pour que ça se produise. Voilà, je suis aussi le patron d'une entreprise qui s'appelle E4Brands. Merci Philippe. Bon, à mon tour, mon nom est Nicolas Morel. Je travaille depuis un certain temps déjà pour Alcatel Lucent Enterprise, qui est une société qui est spécialisée dans la collaboration et la communication. Et au sein de cette société, ça fait plusieurs années maintenant que je m'occupe des choix technologiques.
Et donc, parmi ces choix technologiques, quand on regarde le marché, se pose évidemment, et s'est posé depuis plusieurs années, le choix de l'IA et de cette technologie. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et également, pour ajouter un peu au côté un peu sombre et technique de la description que tu as faite de moi, dans ces missions, il n'y a pas qu'une mission technologique, mais il y a une mission qui est très souvent liée justement à ces innovations, qui est une mission de technologie à la fois responsable, mais aussi profitable. Donc dans mes missions, il est aussi de faire en sorte que les explorations technologiques qu'on peut faire rencontrent ou créent un marché. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, pour ma part, donc Patrick Giuccelli, donc président fondateur d'Akio. Pour nous, c'est plutôt comment la technologie, comment l'intelligence artificielle peut aider donc le conseiller à mieux faire son travail et se concentrer sur donc on va dire des tâches à valeur ajoutée. Donc pour nous, le positionnement, c'est oui, on a besoin de l'IA, oui, on a besoin que la technologie aide l'humain. Et entre guillemets, non, l'IA ne remplacera pas l'humain. Voilà, c'est notre positionnement. Ok, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous avez tous testé ChatGPT. J'ai encore une autre question. Est-ce que l'un de vous, qui serait peut-être plus dans l'ingénierie, la technique, connaît les principes qui sont derrière ces logiciels d'intelligence artificielle, ces technologies IA? Quand on parle de deep learning, quand on parle de transformers, est-ce que ce sont des termes qui vous parlent à tous? Est-ce qu'il y en a qui veulent un petit explicatif ou un état des lieux sur le sujet? Alors j'ai posé deux questions complètement opposées. Est-ce que vous connaissez et est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle? Levez la main ceux qui veulent qu'on en parle un petit peu, qu'on ait un état des lieux un peu plus précis. Nicolas. Oh, merci beaucoup. Un état des lieux déjà sur l'IA, c'est un domaine qui est extrêmement vaste, donc je vais plutôt le concentrer sur où est-ce que ces technologies d'IA aujourd'hui sont applicables et appliquées et intéressantes dans le domaine de la, on va dire, de la communication, de la collaboration, de la relation humaine et du service client. Nous, on a identifié quatre grands domaines. Le premier qui va vous parler à tous, c'est et son sous-jacent technique, c'est tout ce qui est qu'on appelle traitement du signal, c'est-à-dire le traitement de la voix. Donc par traitement de la voix, ça commence par utiliser ces technologies pour enlever le bruit, mais aussi utiliser ces technologies pour faire un peu plus, identifier quand vous êtes derrière une pieuvre de conférence qui parle. Voilà, c'est un des apports aujourd'hui des technologies de l'IA. Et puis, d'autres apports, par exemple, ce qu'on fait beaucoup, mais dans un autre lieu, c'est aux États-Unis, c'est identifier en fond sonore le type d'arme qui est utilisé lors d'événements fâcheux. Voilà. Donc, c'est son première chose et technique sur le traitement du signal. La deuxième chose, deuxième aspect, c'est la traduction, enfin la transcription de la voix en nombre, c'est-à-dire en texte, ce qu'on appelle le speech-to-text, où on utilise beaucoup ces technologies d'intelligence artificielle. Quand je dis ces technologies, c'est tout ce qui est apprentissage profond basé sur des réseaux de neurones, et on reviendra sur leur typologie à base de transformers. Le troisième grand domaine, c'est la compréhension, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a traduit une voix en texte, il faut essayer de voir ce qu'on peut en faire, essayer de la comprendre. Alors on va voir ce que compréhension peut relever. C'est le troisième grand domaine pour nous d'application, c'est finalement qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on peut rajouter et comprendre sur des conversations qu'aujourd'hui, nous, on enregistre principalement, ou qu'on subit, quelle valeur on peut en tirer. Et puis le quatrième et dernier point qui est important, aussi d'ailleurs pour des exploitants de centres d'appel, c'est la statistique. C'est la capacité, en utilisant ces technologies d'intelligence artificielle, d'avoir des statistiques qui ne sont plus des statistiques numériques, mais qui sont des statistiques
totalement différentes et qui permettent de piloter son activité d'une manière nouvelle. Donc voilà les 4 bouleversements qu'apporte l'IA sur les technologies. Et jusqu'à il y a peu encore, le résultat n'était pas terrible. D'accord ? Si vous avez utilisé des chatbots, etc., vous vous rappelez des chatbots des années 2018 qui devenaient fous. Ceux d'IBM qui étaient censés traiter la santé, ils vous disaient que vous étiez mort, en fait. C'était leur première analyse critique. Donc il y avait des limites, et des limites relativement fortes. Et en 2018, il s'est passé quelque chose qui est une révolution, en fait, qui était, comme toute révolution, très longuement dans les limbes depuis des années, notamment au Canada, et qu'on appelle dans notre langage à nous, dans nos termes, la révolution de l'attention. Et qu'est-ce que c'est que l'attention ? L'attention, c'est un terme qui est dérivé finalement de la psychologie cognitive humaine, où en fait on s'est rendu compte que pour apprendre, il fallait passer par, pour l'être humain, il passait par des phases qu'on appelle d'attention. C'est-à-dire que, grosso modo, pour apprendre, quand on regarde un texte ou une image, on ne la regarde pas de manière linéaire. En fait, on la regarde par petits bouts, on établit des relations, et c'est avec ça qu'on arrive à une vraie compréhension d'un texte ou d'une image, etc. Et donc, l'idée a été d'appliquer ces méthodes d'attention à toutes ces techniques de réseau neuronal et d'apprentissage profond, et donc de trouver une méthode. Et cette méthode a été, donc on a appelé les méthodes de l'attention, qui sont basées en fait, un peu pour imiter l'être humain, on essaye une phrase, une image, de comprendre l'intelligence, ou le réseau neuronal ne va plus chercher une information linéaire, mais va chercher cette information à beaucoup d'endroits dans le texte ou dans l'image, et est capable d'établir des relations entre ces différents éléments d'information. Et aujourd'hui, ça a été la première implémentation vraiment réussie, a eu lieu en 2018 à travers un modèle qui s'appelle BERT, qui a été un modèle sorti par Google, qui est le premier modèle vraiment qui a intégré ces techniques d'attention. Et qui aujourd'hui, ce modèle-là, ce modèle BERT, vous le retrouvez au cœur. Si vous regardez, d'ailleurs, vous avez l'impression que toutes ces techniques d'IA marchent mieux quand même. Ça marche un peu mieux. ChatGPT marche beaucoup mieux qu'avant. La traduction automatique marche beaucoup mieux qu'avant. Et bien, toute cette évolution, elle est liée à ces nouveaux modèles qui sont apparus d'attention, intégrés dans les réseaux d'apprentissage profond. Ça date de 2018 et ça atteint le grand public aujourd'hui, maintenant. Donc ça marche beaucoup mieux. Et toutes les technologies dont je vous ai parlé avant, donc la reconnaissance de qui parle, mais la compréhension d'un texte, etc., on a fait des progrès de géants sur les 4 dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, ChatGPT ou ce modèle BERT a atteint il y a des outils de compréhension d'un texte, de mesure de compréhension d'un texte, c'est mesuré en pourcentage, c'est des ABAC. On atteint 92,1% de compréhension d'un texte standard, là où l'être humain est à 91,8%. Donc pour la première fois, avec ces modèles, on arrive à avoir une compréhension supérieure, enfin au moins égale à celle que peut donner un être humain. Donc voilà l'état de l'art aujourd'hui. L'état de l'art, et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce salon, vous voyez partout exploser l'IA, où des gens reviennent, c'est qu'il y a eu un changement profond, significatif, sur cet état de l'art en 2018, qui se retrouve aujourd'hui dans ce que vous consommez, dans ce qu'on mange aujourd'hui en grand public, et qui est la révolution de l'attention et une bien meilleure compréhension. Alors, quand je dis ça, il y a des choses qui restent égales, c'est-à-dire que ces modèles de compréhension, de capacité, modèles d'attention, ils ont toujours les mêmes biais qu'avant, c'est-à-dire que il se base sur, on le voit par exemple sur ChatGPT, il continue à se baser sur un corpus de texte qui est ce qu'a produit l'être humain depuis l'aube des temps. Et donc ce corpus de texte est tout aussi biaisé que celui qui existait avant, puisque 80% de ce qui est du texte a été écrit dans le monde occidental par des hommes blancs dans un certain contexte. Donc on a toujours les mêmes biais
sur ces modèles. La deuxième chose, par contre, donc, ça a toujours existé, ça continue d'exister, c'est intrinsèque à ces modèles d'apprentissage, c'est la manière dont on les nourrit. Et le deuxième, par contre, ce qui est un peu nouveau, puisque maintenant on a une capacité de compréhension de ce qui est dit, de ce qui est échangé, meilleure que ce qui existait avant. Ce qui a changé, c'est la capacité pour l'intelligence en face, pour la réponse, d'être à la fois plus pertinente, mais aussi, comme on comprend mieux ce qui est demandé, de plus facilement manipuler son interlocuteur. Donc on le voit bien avec par exemple ChatGPT. Typiquement, cette capacité vertigineuse qui est offerte de nous faire plaisir. La réponse correspond à ce qu'on attendait. C'est super. Et ça fait... Donc il y a des capacités addictives, mais aussi pour une relation client, hein, qui sont intéressantes, mais ça peut aller jusqu'à la manipulation, qui n'existaient pas il y a encore 4 ans et qui nous sont offertes maintenant. Voilà pour l'état de l'art, mais sur l'état de l'art, je crois que ça ne va pas très te plaire. Si, ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu long, mais ça me plaît beaucoup. Et en fait, mon sujet, moi, quand je parle à un service client, en tant qu'être humain, mais c'est ce que tu viens de dire, en fait, mais je vais le dire autrement, c'est plutôt de réussir à me faire comprendre. En fait, c'est ça qui change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être la personne en face de moi va réussir à comprendre ce que je raconte. Et d'ailleurs, je me suis amusé à des expériences dans le salon, et vous pouvez le faire vous aussi. Vous passez devant des stands, et les gens sont là non pas pour répondre à vos questions, mais pour vous fournir leur propre argumentaire. Vous avez remarqué ça? Et alors je leur dis, mais quelle était la question? Et donc comme ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention, donc en fait ils ne savent pas répondre à la question. Et ce n'est pas leur problème, puisqu'ils sont là pour me raconter leur argumentaire. Vous voyez, donc c'est ce qui se passait avant. Avant, j'appelais un service client qui ne me répondait pas, mais qui me donnait un argumentaire. Et là, avec l'intelligence artificielle, mon espoir et le vôtre, enfin j'espère, c'est qu'enfin on va écouter la question. Et ce que dit Nicolas, et qui est très juste, c'est que le modèle de ChatGPT que vous avez tous testé, si j'ai bien suivi le sondage tout à l'heure, montre bien ça. C'est-à-dire que votre première satisfaction, on aurait pu poser cette question d'ailleurs, Philippe, qui est satisfait du fait que ChatGPT réponde? Environ tout le monde. Est-ce que la réponse est satisfaisante? Ça, c'est une question différente. Mais votre cerveau est satisfait, et il y a une vraie satisfaction qui se développe chez vous parce que vous avez au moins l'impression qu'il a compris la question. Et ça, c'est formidable. Et si vous comparez ça avec vos expériences de service client, et moi, c'est ce que j'ai fait avec les miennes, eh bien souvent, j'ai l'impression que la personne en face ne comprend pas la question que je pose. Et c'est très fâcheux, en fait. Et je suis très fâché. Et donc, je passe mon temps à essayer de me faire comprendre. Ça, c'est le premier point, parce qu'en fait, l'être humain est mu par plusieurs moteurs. Le premier est d'être compris par les autres. Ça, c'est un besoin social. Si on n'était pas compris par les autres, on serait rejeté. Et donc, si on revient en arrière, on serait bouffé par les lions, parce qu'on serait jeté du village, etc. Et maintenant, si on fait des efforts avec les gens qui sont autour de nous, c'est pour être compris d'eux. Et si on est compris d'eux, alors on est intégré dans leur communauté et ça y est, on est en sécurité. Et la deuxième motivation de l'être humain, c'est d'apprendre. Et quand je parle à un service client, j'ai envie d'apprendre quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que je pose des questions. Comme je dis souvent, il y a des gens qui le savent ici. En fait, si je connaissais la réponse, je ne poserais pas la question. Ça me fait perdre du temps, en fait. Donc, si je pose des questions, c'est pour apprendre quelque chose. Et là, on a enfin l'impression que peut-être on pourrait apprendre quelque chose dans la réponse qui nous est fournie par l'intelligence artificielle. Je dis peut-être parce que ce n'est pas pour l'instant encore exactement vrai, mais on se dirige vers ça. Et surtout, l'intelligence artificielle est construite maintenant dans cette optique, de nous montrer qu'elle comprend la question, et ça nous apporte une satisfaction immédiate qui peut devenir addictive, je suis d'accord avec toi.
Et donc, on peut être un petit peu biaisé par ce sentiment vraiment positif de se dire, tiens, j'ai été compris. Et deuxièmement, on a l'impression qu'on va réussir à apprendre quelque chose qui n'était pas forcément le cas avant. Hein, on appelait un service client pour râler un peu, pour essayer de débloquer un problème, mais on était frustré du fait de n'avoir rien appris, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Moi, je pense que l'humain a encore sa place, hein, puisque l'humain est là pour bien comprendre. Et puis, tout ce qui est notion de sentiment est encore important. La machine, alors pour résumer, hein, l'IA, je vais parler de machine. La machine, elle calcule beaucoup plus vite que nous, elle mémorise beaucoup plus de nous, elle possède une quantité énorme de données. Donc bien sûr, elle va pouvoir nous aider. C'est comme ça qu'elle vous aide et qu'elle réponde. Et c'est comme ça aussi qu'il faut le voir. Elle va pouvoir aider le conseiller. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseiller, quand vous l'appelez, il ne connaît pas forcément votre contexte, même si on est de plus en plus omnicanal. Mais en fait, dans les entreprises, les conseillers ont affaire à énormément d'applications. Les données viennent de partout. Déjà, il y a un problème de rassembler toutes ces données, de présenter toutes ces données. Donc là, on est devant la complexité. Et ça, cette complexité, l'IA peut le gérer. Donc elle peut l'aider déjà à croiser ou à rassembler ces données. Et après, le conseiller, c'est là où il intervient, c'est que il va pouvoir prendre la décision, il va pouvoir agir en fonction de ce qu'il entend. Donc je pense qu'il ne faut pas trop demander à l'IA. Bien sûr, il faut que la machine, l'IA est là, mais il ne faut pas trop en demander. Il faut rester quand même dans un monde où on a encore des humains qui parlent aux humains. Demain, si on déshumanise tout, moi je ne suis pas pour, mais pourquoi pas. Mais pour l'instant, je pense que la place de l'humain est encore importante. Ok, donc voilà pour la position générale. Juste, je vous donne une stat qui vient de Calimétrie 2022, pour rebondir sur ce que disait Patrice. La première chose que demandent les clients à un service client, c'est une stat en France 2022. Première chose qu'ils demandent, c'est qu'on réponde à leurs questions. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise. Qu'on réponde à leurs questions et qu'on y réponde bien. Ok, ça, c'est l'objectif. Le moyen pour y parvenir, disent-ils, la deuxième chose qu'ils attendent, c'est qu'on comprenne qui ils sont et quelle est leur demande. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, comprendre et apprendre. On va rentrer dans des choses plus concrètes. Là, c'était la partie haute, on va dire, hein, la philosophie générale de la chose, état des lieux, la position de l'humain dans tout ça et comment on peut essayer de naviguer entre les deux de manière intelligente et efficace. Rentrons dans le détail. Première partie, les applications de routage. Une des premières applications au service client de techniques d'intelligence artificielle et celle qu'on voit souvent mise en avant, pas forcément extrêmement implémentée aujourd'hui, c'est de repenser le routage tel qu'il s'effectue sur un service client aujourd'hui ou la distribution d'appels ou d'interactions d'ailleurs. Aujourd'hui, elle est très, on va dire qu'elle est très mécanique, basée sur des systèmes experts ou des règles, voire même, bien souvent, c'est le royaume de la PEC, hein, de la prise en charge, du taux de prise en charge. Et donc, ça veut dire je veux juste que quelqu'un décroche, quoi. C'est ça la stratégie de routage. Et ce que permet cette IA, et par aujourd'hui ces progrès, donc notamment sur la contextualisation, la compréhension, c'est de repenser le routage sur son centre d'appel en des termes radicalement différents, qui sont plus des termes sur quel est vraiment d'essayer, alors on peut aussi à travers des assistants conversationnels, mais mieux identifier la demande client, mais également mieux la relier, cette demande qui s'exprime à un instant T, à d'autres signaux faibles ou à d'autres demandes qui ont eu lieu dans le temps, dans l'historique, d'autres aspects comportementaux, et également à l'adapter beaucoup mieux à la typologie du conseiller, enfin adapter la typologie ou le conseiller qui va répondre, à l'adapter beaucoup mieux à ses attentes clients. Donc une stratégie de routage et de distribution radicalement différente,
basé sur ma compréhension du besoin client et ma compréhension de la disponibilité et du fit. Voilà. Mais très mécanique, hein, tout ça. Les avantages dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en tire in fine par rapport à des règles ou un système traditionnel? Alors, le premier avantage, c'est un avantage d'efficacité. D'accord. Aujourd'hui, les systèmes de distribution et de routage sont globalement, même si ça nous fait plaisir à tous, mais ils sont globalement, il y a des relativement inefficaces, à la fois en termes de, on va dire, d'utilisation, de rendu, d'adaptabilité, et également ils sont très consommateurs en suivi, d'accord, en maintenance, en maintenance et en personnel. Donc voilà, ça ne présente en théorie que des avantages. Moi, ce que je vois comme avantage, c'est que ça va me diriger plus facilement vers un niveau d'expertise qui correspond à mon niveau de demande, à mes attentes. Donc, je vais être mis en relation avec l'expert de la question que j'ai posée. Soit parce qu'on a décelé qu'il a déjà répondu de nombreuses fois à ces questions-là, soit parce qu'il a le niveau de compétence qui va bien et qui n'est pas forcément le plus haut, hein, qui est juste adapté finalement, qui va être très adapté à mes attentes de clients. Et la deuxième chose que je vois, c'est que ça devrait aussi nous permettre de mieux comprendre, donc de diriger, de router donc le client vers une personnalité qui lui correspond, au sens, comme le rappelle tout le temps Seth Godin, people like us do things like this. C'est-à-dire, en fait, on fait les mêmes choses. Donc, si on a les mêmes comportements, on est à peu près pareil. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on définit des tribus, des communautés. Et donc, si je suis routé vers quelqu'un qui me correspond, on va dire, dans le profil comportemental, émotionnel, etc., j'ai beaucoup plus de chances de me faire comprendre. Et donc, il a beaucoup plus de chances de bien me répondre. C'est là, où ça se joue, en fait. Et donc, la question, c'est de trouver un équilibre entre l'empathie, c'est-à-dire la correspondance émotionnelle et psychologique et comportementale avec la personne, et aussi le niveau d'expertise. Donc, si on arrive à mixer les deux, un niveau d'expertise et un niveau de compréhension, je dirais, émotionnelle de la personne en face, on va optimiser grandement, finalement, l'efficacité du service client. Patrick, toi, tu es le tenant de ce qui est réellement concret en termes d'utilisation d'intelligence artificielle dans les centres de contact, parce que tu édites, avec ta société, tu édites un logiciel pour les centres de contact qui utilise ce type de technologie. Là, ce sont quelque part, moi ce que j'entends, c'est des beaux discours avec de l'efficacité et tout ce qu'on veut, mais est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ? Alors oui, il y a une partie, c'est une réalité. Bon, nous, chez Akio, on l'applique depuis plus de 20 ans, avec depuis le début l'analyse, on va dire, syntaxique, et maintenant l'analyse sémantique. Ça existe aujourd'hui puisque vous avez tous les systèmes de bots qui aident l'utilisateur à qualifier sa demande, et puis derrière, ça route en fonction des demandes. Alors bien sûr, ça demande un travail de qualification, et puis il faut l'adapter à chaque métier, l'adapter, donc il y a une maintenance à faire. Donc ça existe aujourd'hui, ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Ça va évoluer. Puis grâce aux nouvelles techno, mais aussi grâce à une combinaison entre ce qu'on arrive à analyser dans le texte, l'émotion qu'on arrive aussi à détecter, et puis on peut travailler aussi sur, effectivement, comme le dit Patrice, sur le profil. Parce que ça aussi, c'est important. C'est quand vous avez un client qui appelle, ce client, si c'est plutôt quelqu'un qui est un peu technique, il faut arriver en fait à lui poser quelques questions, par un bot ou par un voice bot ou un call bot, à lui poser quelques questions pour identifier quel est son profil et l'orienter vers on va dire le conseiller qui est le plus apte à faire. Donc ça, ce sont des progrès qui vont avancer, qui vont se faire. On a déjà quelques implémentations qui existent. Nous, on le fait avec un partenaire pour travailler sur des choses, on va dire, moins techniques, des règles qu'on écrit, mais plus des choses qu'on détecte dans ce qui est dit, dans ce qui est écrit. Donc pour fluidifier un peu plus le travail de routage en amont. Voilà.
Tu as demandé à passer 2-3 exemples d'applications en forme de slide. On peut les voir maintenant? Oui, oui, si tu veux. Nous, un exemple sur ce qu'on a implémenté dans notre application Accio Unified, c'est-à-dire que tous les messages qui rentrent, bah, automatiquement, on va les analyser avec une technologie d'IA sémantique pour détecter à la fois des thématiques automatiquement, d'accord. Qu'est-ce qui se dit, de quoi on parle, et puis aussi des sentiments et des émotions. Donc ça, alors on n'a pas la prétention d'être exhaustif, hein. L'idée, c'est de montrer ce qui est important, de montrer aux conseillers les sujets qui sont importants sur lesquels il faut qu'ils se focalisent. Et si jamais il y a une émotion qui est forte ou qui est quelque part qui est un mécontentement fort, il faut qu'ils se concentrent dessus. C'est une aide. On ne prétend pas avoir de connaître la vérité ou de dire la vérité, mais encore une fois, on est dans le sens, on aide le conseiller. Donc ça, c'est une implémentation aujourd'hui. Il peut y en avoir une deuxième. Là, pareil, comme le disait Nicolas, dans les systèmes de routage, vous allez créer votre plan de catégorisation, vos thématiques, vous allez créer parce que vous connaissez votre activité, vous vous dites, voilà, je crée ça, je passe quelques semaines à le faire. Nous, ce qu'on vous propose, c'est une alternative, hein, c'est pas, on ne remplace pas, mais une autre manière de faire. C'est-à-dire qu'on va créer automatiquement ce plan, cette catégorisation, ces thématiques, en analysant tous les sujets qui passent. Donc, l'intérêt, c'est que les sujets peuvent changer. Donc, ce plan-là change dynamiquement. Donc, vous n'avez pas derrière à passer du temps à essayer de le corriger. Ah, tiens, j'ai lancé un nouveau produit. Ah je ne l'ai pas pris en compte dans mon plan, donc ça va dans une bannette un peu fourre-tout. Donc, on s'adapte, en fait. On essaie de s'adapter à votre cycle d'activité et de vous proposer automatiquement donc des qualifications. Voilà. Il y a un dernier exemple aussi, où là c'est encore c'est une autre manière de comprendre, c'est de dire, OK, vous avez un certain nombre de clients qui manifestent donc des avis ou donc des sentiments sur des thématiques. On va pouvoir vous dire, voilà, au départ, on avait détecté qu'ils étaient plutôt insatisfaits, mais à l'arrivée, une fois que le conseiller donc, a eu cette personne en ligne, elle peut confirmer ou infirmer on va dire l'analyse faite par l'intelligence artificielle. Donc là, ce sont des exemples simples, d'accord, qui permettent d'améliorer un peu plus chaque jour le travail du conseiller. Alors, avec les applications qui vont venir, nous, on a besoin de nos clients parce qu'il faut qu'on se mette aussi à la place du conseiller, du superviseur, de son manager, pour essayer de dire, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette dans l'application pour vous aider. Donc, qu'on n'ait pas tout le temps, tous les jours devant l'écran ou sur le téléphone. Donc, on a besoin de ces retours-là de notre client et on avance comme ça par itération en collaborant avec nos clients. Je crois qu'on touche un point important aussi là, de dire en fait on crée de la valeur pour le client, mais on crée de la valeur aussi pour le conseiller. C'est un sujet quand même, l'intelligence artificielle va permettre au conseiller d'être mieux connecté avec le client et donc de passer moins de temps à essayer de le comprendre. Hein. Ça va accélérer cette compréhension et en plus le routage va lui permettre effectivement d'être en face du bon profil. Et donc il va avoir plus de temps pour être soit plus fin dans l'analyse, soit plus pertinent dans sa réponse, soit plus empathique. Et donc forcément, il va pour lui aussi gagner en valeur, puisque toute la partie un petit peu difficile va déjà être accélérée ou améliorée par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu me confirmes ça, Nicolas? Oui, ça, aujourd'hui, on ne peut pas remplacer le conseiller par une intelligence artificielle, ce n'est pas possible. Ne croyez pas tous ceux qui vous disent qu'on peut le faire, c'est absolument impossible. Ne serait-ce que pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce sont des modèles qui finalement reçoivent un apprentissage mais n'ont aucune capacité de libre arbitre ni d'empathie, ou alors l'empathie est extraordinairement simulée. Mais effectivement, cette deuxième grande application qui est de l'IA, d'aider le conseiller, celui qui est
doit maintenant gérer des choses de plus en plus complexes parce que lui-même, ce qu'il faut sans doute aussi comprendre, c'est qu'il est confronté à ce foisonnement d'informations et qu'il n'a pas toujours la bonne réponse et qu'il perd beaucoup de temps à utiliser 40 outils pour essayer de faire une réponse qui correspond à ce qu'attend son client. Et que le fait de pouvoir l'aider, de lui apporter, de le libérer de ces tâches qui sont parfois des tâches très automatiques et qui lui proposent de manière simple, rapide, des solutions, c'est un avantage très fort pour avoir du temps, pour se consacrer sur ce qui est vraiment important dans ces appels, qui est finalement la relation humaine. Ouais, donc effectivement, j'ajoute, c'est que là, on aborde le conseiller augmenté ou l'agent augmenté dans ce qu'on est en train de dire. Et le conseiller, l'aider, je le disais en introduction, c'est aussi aller chercher la bonne information, là où les bonnes informations, parce que effectivement, la plupart des conseillers ont des dizaines, 20 applications à aller chercher. Donc la première chose en fait à faire déjà, parce que c'est la fameuse donnée, avoir la bonne donnée pour pouvoir traiter la demande en cours. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il y a des sociétés qui travaillent dessus pour essayer d'uniformiser, d'essayer de consolider toutes les deux pour qu'on ait la bonne donnée. Après, donc une fois que la donnée est là, c'est comment manipuler toutes ces données, faire les liens entre elles pour que l'agent, on lui propose, on lui suggère soit des réponses, soit une action à faire. Donc là, on est en train de l'aider, mais on ne le remplace pas. L'idée, ce n'est pas forcément de répondre. Alors, quand on peut répondre de manière automatisée sur les bots, parce qu'on sait pertinemment que là, on est à 100% de pertinence, là, on le fait, parce que ça reste simple. Mais lorsqu'il faut prendre une décision, lorsqu'il faut prendre un engagement, ce n'est pas la machine qui va le faire, ça va être l'humain. On a beaucoup parlé de l'agent augmenté, là. On avait parlé avant ça du routage intelligent, excusez-moi. Et alors tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Tu as cité le mot information tout à l'heure. Beaucoup d'informations. Est-ce qu'au-delà d'aider le conseiller, ça peut aider l'entreprise dans son ensemble? Et si oui, comment? Parce qu'on parle aussi beaucoup de ça, la connaissance client, valoriser l'entreprise avec la connaissance client. Qui veut répondre? J'y vais. Eh ben. Oui, on a parlé de valeur créée pour le client, de valeur créée pour le conseiller. Et quelle est la valeur créée pour la marque ou l'entreprise? Voilà. C'est ça ta question. Et évidemment, la question, enfin la réponse est plutôt dans la somme de toutes ces informations. Qu'est-ce qu'on en fait? On parle depuis 10 ans maintenant de data, le data-driven marketing, etc. Tout est dans la data. Et en fait, on s'est bien rendu compte que c'est plutôt la question de qu'est-ce qu'on fait avec la data, donc qu'est-ce qu'on fait avec ces informations. Et pour moi, dans cette relation client et dans l'utilisation des outils et des machines, ça va nous permettre deux choses essentielles. La première, de détecter une urgence. Donc forcément, il peut y avoir une situation qui revient plusieurs fois et qui est dispatchée sur différents conseillers, mais c'est peut-être le même problème. Et donc, il y a une urgence à traiter ce problème. Et on va avoir un indicateur là d'action. Et puis la deuxième chose, mais ça c'est assez classique dans le service client, je crois. Et la deuxième chose, c'est d'aller chercher des signaux faibles. Et on sait aujourd'hui que ce sont les signaux faibles qui permettent d'améliorer le service, la relation bien sûr, mais le service rendu au client, et même aussi de définir les prochaines offres en fait. Et donc c'est dans cette analyse fine des conversations, et comme on a un conseiller augmenté, comme on vient de le dire, très justement, eh bien, il va être capable de remonter, assisté par la machine, des signaux faibles qui vont se transformer en insight, comme on dit en marketing, en informations qui vont permettre de créer quelque chose de nouveau, que ce soit un service ou une offre différente. Et ça, je pense que c'est extraordinairement valorisable si on le fait bien. Donc c'est ça aussi, je pense, la création de valeur. Patrick, on le fait bien ou pas aujourd'hui? Oui, effectivement, l'analyse de toute cette data-là, c'est ce qu'on appelle couramment l'analyse de la voix du client. Ça, en fait, c'est quelque chose qui se fait bien aujourd'hui, puisqu'on arrive à détecter aussi bien les signaux forts que les signaux faibles et remonter toutes ces informations-là au manager, à la direction. Et dans
dans le conseil augmenté, il faut ne pas oublier que le conseiller, bien sûr, il est tout seul lorsqu'il est devant son client, mais grâce donc à l'IA et puis à l'apport des applications, il peut aussi faire appel aux autres collaborateurs, aux autres salariés de l'entreprise qui peuvent aussi l'aider. Donc, par là, je veux dire qu'un conseiller augmenté, il peut l'être par la techno, mais il peut l'être aussi parce que la techno permet de joindre ou de solliciter toutes les personnes de l'entreprise pour l'aider. Donc, rassembler l'information et la mettre à dispo, mais aussi rassembler les experts de l'entreprise pour la mettre à dispo du conseiller, ça aussi, c'est un challenge, en fait. C'est dans les deux sens. Vous avez la donnée, mais vous avez aussi l'humain qui est là derrière. Donc, quand on parle d'entreprise customer-centric, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On doit mettre toute l'entreprise au service du client. Et toute l'entreprise, ce n'est pas simplement le conseiller du centre de service client, c'est aussi les experts qui peuvent aider le conseiller dans la réponse. Voilà. Vraiment, s'il y a peut-être une chose, une in fine qui va sur l'IA, qu'on ne voit pas encore, qui n'a pas encore changé, vous vissez ChatGPT, le fait qu'elle peut me comprendre, etc. Donc, bon, ok, ça commence. C'est vraiment cette notion, ce que tu disais, de vue sur le monde, de statistiques, de qu'est-ce qui se passe dans ma société, qu'est-ce qui se passe avec mes clients, d'arriver à identifier, tiens, là, avec tous ces signaux faibles, il y a 50% qui vont résilier dans le mois qui vient si je ne fais pas quelque chose. Donc tout ça, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude parce qu'on pense que ce n'est pas possible. On cherche vainement à chercher une vérité dans des chiffres numériques. Non, voilà, 30% ont répondu, 10% ont dit qu'ils aimaient bien ça, 5%. Et donc, mais au final, on perd énormément d'informations, du sentiment des gens exprimés, des intentions, cachées ou pas, qu'on a dans toutes ces interactions. On ne l'exploite pas. Et c'est la promesse cachée, alors la promesse qui peut paraître aussi dangereuse, mais dans le cadre du service client, là on est dans un cadre circonscrit, c'est la promesse, c'est celle d'avoir accès enfin à des statistiques qui ne sont plus des statistiques numériques, mais qui sont des statistiques de sentiment, et de comprendre finalement la manière dont dont marche ma société, dont marche mon service client, basé avec une vue totalement nouvelle. Donc non seulement ça, mais aussi la capacité d'agir. C'est-à-dire de dire finalement ce que me remonte mon centre, mon service client, c'est que il n'est pas très humain en ce moment. Et donc, manque d'humanité. Je vais pousser le curseur de l'humanité et je vais pouvoir mesurer le fait que j'ai essayé d'être plus humain dans ma relation client, je vais pouvoir le mesurer sous une forme de sentiment ou analogique. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore perçu, d'accord, sur la révolution de l'IA, telle qu'elle existe aujourd'hui, avec ses limitations, ses techniques. C'est absolument pas perçu par l'individu d'avoir de nouvelles statistiques, de nouvelles capacités à agir, passer d'un monde très numérique à finalement revenir à un monde analogique de sentiments et sur lequel je peux agir. Oui, c'est le vrai problème des statistiques, c'est que ça nous a emmenés dans un monde de chiffres qui est difficile à comprendre, alors que la question de l'humain face au service client, c'est de savoir s'il y a quelqu'un qui lui répond et qui le comprend. Donc c'est limité à 0-1, si on fait du binaire. Donc soit il n'y a personne qui lui répond, soit il y a quelqu'un qui lui répond correctement. En fait, évidemment, ce n'est pas une question de nombre, donc on pourrait avoir un plateau de 500 personnes pour répondre à nos clients. La question est la qualité, en fait. C'est la qualité de la réponse qui nous intéresse. Et donc, on ne peut pas supprimer l'humain. C'est absolument pas notre intérêt, enfin, aucun d'entre nous, d'ailleurs. Et c'est surtout pas notre attente. On voudrait avoir la bonne personne, quoi. C'est ça notre requête. Et donc, l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir la bonne personne au-delà de savoir si... il y aura 100 000 personnes pour nous répondre, ou si il suffirait en fait qu'il n'y en ait qu'une, quoi, ça suffirait. Et donc c'est pas est-ce que l'humain va disparaître dans le service client, la question c'est est-ce que l'humain va être enfin capable de répondre correctement à ma question.
Et ça, c'est notre expérience et c'est pour ça qu'on peut intégrer ces outils aujourd'hui. C'est ce que disaient à la fois Nicolas et Patrick, on est déjà capable de faire pas mal de choses. Donc on va vers ça, vers cette idée que quand je vais appeler, j'aurai une personne et cette personne, elle va me comprendre et elle va m'apprendre quelque chose. Et voilà. Et si on arrive à faire ça, on aura vraiment réussi. Donc oui, donc en conclusion, pour moi, la techno, elle est nécessaire. L'intelligence artificielle va aider de plus en plus le conseiller donc, dans son travail. Elle va rassembler toutes les données et lui mettre à disposition. Elle va aussi lui permettre d'accéder aux compétences internes de l'entreprise, quel que soit en fait son lieu aujourd'hui avec le télétravail, avec les multiples sujets qui sont traités. Donc les applications incluant l'intellectuel doivent donc aider l'agent. Et l'agent, il sera toujours là parce que c'est lui qui pourra répondre de manière humaine, je vais résumer de manière humaine, au client. J'ai une question à Patrice Lobignac. Je trouvais très intéressant ce que vous avez dit sur le fait qu'on Merci. aime bien être compris, on aime bien être écouté, on aime bien être compris. Et donc, on est content d'avoir le sentiment d'avoir été compris. Ça m'a interrogé sur ce que j'ai fait quand j'ai joué, entre guillemets, et il y a justement un aspect ludique là-dedans dans ma question, quand j'ai joué avec ChatGPT. Mon objectif, quand j'ai joué avec ChatGPT, c'était pas qu'il réponde à ma question, c'était de réussir à faire en sorte qu'il n'arrive pas à répondre à ma question. Comme quand les premiers jeux d'échecs contre des ordinateurs, on essayait de battre l'ordinateur et on n'était pas content que l'ordinateur, in fine, arrive maintenant à battre les meilleurs maîtres d'échecs. Et j'étais très, très mécontent quand je lui ai demandé de m'écrire un haïku. Il m'a écrit un haïku, un beau haïku qui était conforme. Et après, je lui ai demandé de m'écrire un sonnet et il s'est trompé. Alors, il m'a écrit un poème qui tenait la route, mais qui n'était pas un sonnet. Donc, voilà, ce que vous avez dit m'a interpellé sur ma motivation quand je suis allé voir ChatGPT. Oui, en fait, les trois moteurs de l'être humain, c'est jouer, apprendre et aimer. Donc, apprendre, c'était la question de est-ce que je vais apprendre quelque chose quand il va me répondre. Jouer, c'est est-ce que finalement je suis meilleur que lui ou est-ce qu'il va être meilleur que moi. Donc, il y a cette idée de jeu. Je vous confirme que je suis joueur. Voilà, c'est pas étonnant. Et la troisième chose, c'est est-ce que j'aime la réponse ou est-ce que j'aime jouer, ou est-ce que j'aime avoir gagné, ou est-ce que j'aime avoir perdu. Si j'ai perdu, je ne suis pas très content. Et si j'ai gagné, ou en tout cas si lui a perdu, ça me crée une satisfaction. Donc dans tous les cas, on est comment dire, motivé. Et c'est ça la force d'ailleurs de cette version-là de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir compris ça et de l'avoir intégré dans le modèle de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on ne répond pas pour avoir la bonne réponse, on répond pour que vous soyez content. Donc après, le tout est de comprendre ce qui vous rend heureux. Si ce qui vous rend heureux, c'est d'avoir une meilleure réponse que lui, probablement, il faudrait que je vous donne des réponses qui soient un peu fausses. Comme ça, vous vous dites « Ah, mais je suis meilleur que lui ». Et ça, c'est vachement bien. Donc votre cerveau génère un petit peu d'hormones positives et vous dit « Tiens, recommence encore une fois, essaye de le tester un petit peu plus ». Et là, soit il vous a eu, soit il ne vous a pas eu. Ça, c'est le problème du joueur. C'est qu'en fait, c'est pour ça que Nicolas disait que c'est addictif. C'est que forcément, quand notre cerveau va générer ces hormones pour nous faire recommencer l'expérience, en nous indiquant, en marquant dans notre cerveau que c'est une expérience positive. Et comme on a gagné, pourquoi on ne rejouerait pas? Donc voilà ce qui se passe en fait. Et donc aujourd'hui, évidemment, ce n'était pas du tout ce qui était pris en compte par le service client d'il y a 20 ans ou d'il y a 10 ans peut-être encore. Mais aujourd'hui, si on comprend ces mécanismes-là, on va pouvoir fournir la réponse attendue par le client. Ce n'est pas forcément la bonne réponse, techniquement parlant, mais c'est la réponse que le client souhaitait pour soit être satisfait d'avoir joué, soit avoir appris quelque chose, soit aimer simplement la réponse. C'est la même chose que poser la question, est-ce que vous êtes allé voir le dernier film Astérix? Qui l'a vu? Si vous voulez bien jouer avec moi. Voilà, et puis c'est tout. C'est pas beaucoup. Et la question d'après, c'est qui a trouvé que c'était nul? Voilà. Donc il y a des gens qui n'ont pas répondu, je suis allé le voir, mais qui l'ont trouvé nul quand même. Donc, vous voyez bien, donc ils ont un problème pour dire je suis allé le voir, sachant que c'était nul. Parce que ça, c'est pas très smart, on va dire. Mais en fait, c'est pas grave, hein. Évidemment, on ne savait pas que c'était nul avant d'y aller.
mais on a eu confirmation ou on a eu la surprise que c'était nul. En fait, c'est ça nos comportements. Vous avez vu là, je pose la question et ceux qui sont allés et qui ont dit j'y vais pas, enfin qui n'ont pas dit qu'ils y étaient allés, c'est parce qu'ils ont trouvé le film nul. Non, c'est pas vrai? Voilà, là, c'est quelqu'un qui pense savoir que c'était nul sans l'avoir vu. Plus fort que l'intelligence artificielle. Mais je pense la même chose que vous, en fait. Je savais que vous attendiez qu'il y ait plus de gens qui répondent que c'était nul voilà. que de gens. Donc quand il y a peu de gens qui répondent, je ne suis pas content. C'est ça? Ouais. Merci. Oui, c'est de l'anticipation, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que l'un de vous veut un dernier mot de conclusion? Moi, ce qui m'intéresse notamment, Nicolas, c'est Alcatel Lucent Enterprise, c'est un des plus grands acteurs dans le monde sur la relation client, sur les centres de contact. Vous avez un nombre de clients phénoménal. Quelle est la vision que vous avez du monde de demain en matière de relations clients? Est-ce que toi qui es CTO d'Alcatel, tu peux en dire un mot? Je vais répondre par un seul mot. C'est un rêve qui semblait inaccessible à la plupart des opérateurs de services clients aujourd'hui, ou en tous les cas pas souhaitable. Je vais répondre par le mot personnalisation. Ce qui est offert demain, c'est la capacité, quand vous appelez un service client, de ne plus être de ne plus avoir l'impression d'être un numéro ou un individu, mais d'avoir en face de vous la promesse du marketing, etc., mais d'avoir une vraie personnalisation, une vraie réponse personnalisée. C'est-à-dire que la personne qui vous répond vous connaît vos attentes, connaît vos biais, et où finalement la société à laquelle je m'adresse ne me considère plus comme un individu lambda, mais comme un être humain. Voilà. Ou comme son meilleur ami, comme Decathlon, Patrice, que tu as aidé à développer cette philosophie? Oui, c'était essayer de faire comprendre à des gens, pas à des machines, que c'est le même principe qui est à l'origine du changement dans l'intelligence artificielle dont parlait Nicolas. C'est à un moment donné, c'est l'attention qui compte, quoi. Tu vois, c'est l'attention que tu portes à l'autre te permet de progresser et d'être meilleur dans tes réponses et aussi dans ta conversation. Donc, en fait, bien souvent dans la conversation, tu es focalisé, centré sur ce que tu vas dire. Et ce que nous savons déjà, c'est que quand nous disons quelque chose, ce n'est qu'une confirmation. C'est pour dire à l'autre, voilà ce que je sais. Et donc, quand tu parles à quelqu'un, tu te confirmes à toi-même que tu sais quelque chose. Bon. Et en fait, dans la conversation, le principe, c'est l'inverse. C'est d'apprendre de l'autre. Mais si tu passes ton temps à essayer de confirmer ce que tu sais en lui disant, voilà ce que je sais, ce n'est pas une posture qui te permet d'apprendre. C'est une posture qui te permet d'essayer de faire croire à l'autre que tu sais quelque chose. Donc, je ne sais pas si je suis très clair en disant ça. Mais en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour leur apprendre à changer de posture et arrêter de dire des choses que eux savent et à essayer de prendre plus de temps pour écouter ce que les autres disent. Tu es un humaniste. Patrick, je t'ai vu saisir le micro. Oui, c'est parce que c'est exactement le propos de l'écoute de la voix du client. C'est écouter et puis pour comprendre et après agir. Mais là, c'est pas effectivement dans la plupart des cas. On essaie de pousser, on essaie de rassembler les individus dans des catégories et pas les prendre pour. Mais bon, après c'est aussi un peu le volume, le nombre d'interactions qu'il y a. Comme les agents ne sont pas assez aidés, ils sont obligés d'aller dans ce sens-là. Mais justement, le but des éditeurs comme nous, c'est aller aider donc les conseillers pour qu'on puisse se consacrer plus à l'individu plutôt qu'à un groupe d'individus ou à les catégoriser. Voilà. Donc la technologie est là pour ça. La technologie est là pour ça. Merci à tous. À moins qu'il y ait une dernière question in extremis, je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.